guérison intérieure ou comment nourrir notre rapport à la vie pour développer toute la magie de l'instant. Les sujets de la mort et de la maladie peuvent paraître lourds et plombants, alors qu'ils véhiculent la vie dans toute sa profondeur. J'ai vraiment à cœur d'ouvrir au maximum sur la vie, d'où cette évolution dans le complément de titre. J'ouvre aujourd'hui la saison 2, composée de 4 épisodes qui traitent de l'importance du non-jugement dans la maladie, face aux choix de traitement, face aux ressentis et aux émotions qu'on peut exprimer. Le format des épisodes est lui aussi quelque peu modifié, vu que je laisse place entière à l'interview et vous renvoie pour les approfondissements à ma chaîne YouTube, où je vous propose des visualisations pour vous recentrer, des exercices pour exprimer vos émotions par la création et des massages pour ancrer l'amour et la confiance dans votre corps. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Je vous accompagne à défaire les nœuds, apaiser les stress, les tensions, à tisser votre vie de joie, de confiance et d'amour pour libérer vos émotions et aller vers plus de sérénité au quotidien. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Audrey, coach émotionnelle et formatrice, spécialisée en HPI, TDAH et hypersensibilité. Elle nous aide à comprendre nos atypies. Elle vient nous parler de l'intimité du couple mise à mal par la maladie, les traitements, les interventions, la dureté du jugement envers nous-mêmes, mais aussi de la puissance de la confiance au sein du couple. Bonjour Audrey, merci d'être avec nous aujourd'hui pour clôturer du coup cette deuxième saison sur l'importance du non-jugement face à la maladie. Tu étais déjà intervenue dans l'épisode 3 voilà, de la saison 1 par rapport à l'intérieur-extérieur de nos émotions et toute la circulation qui peut se faire en nous. Aujourd'hui, je t'accueille vraiment sur le thème du couple, comment accueillir la maladie dans le couple, l'importance de se comprendre dans le couple, d'être en accueil des choix respectifs de l'un et de l'autre, et aussi effectivement sur cette notion, on en parlait juste avant, cette notion d'atypie dans un couple où l'un des deux développe une maladie et d'atypie en tant que parent. Voilà, enfin tout l'ensemble parce que bon, je laisserai aussi revenir à cet épisode 3 où tu nous racontes ton histoire avec ton parcours, ta maladie, le cancer, l'arrivée des enfants, etc. Mais là, voilà, je te laisse la parole sur ce thème-là. Bah, déjà, bonjour, merci encore, Adèle, à toi de m'accueillir, sur ce podcast. C'est toujours, super enrichissant de pouvoir, aussi, moi je trouve chouette parce que ça me permet toujours de revenir. Je trouve que la parenthèse que tu nous offres avec ce podcast nous permet de revenir aussi sur notre histoire et de faire un petit reset aussi pour permettre de voir, où on en est par rapport à tout ça et la prise de recul et notamment entre l'épisode 3 et le dernier de la saison, ben, il s'est passé encore beaucoup, beaucoup de choses de mon côté. Donc merci de m'accueillir sur le podcast et du coup, ben, pour parler, du couple alors, et du couple notamment, après, pendant, avant la maladie. Qu'est-ce qui t'intéresse, particulièrement? Ouais, Alors voilà, aujourd'hui, ce qui m'intéressait particulièrement, donc on peut peut-être partir là-dessus, c'est aussi les choix face au traitement. Je ne sais pas quel traitement tu as traversé ou pas, et comment ça s'est installé dans le couple. Est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que ça a été facile en fait? D'accord. Alors, je vais recontextualiser un petit peu mon histoire peut-être pour ceux qui écouteraient, ce podcast. Alors du coup, moi j'ai eu un cancer du col de l'utérus.
stade 2B à l'époque, mais les stades ont changé. C'est un cancer qui s'est déclaré, et qui avec un parcours très atypique et notamment près d'1 an et demi de recherche corporelle avec plusieurs et d'innombrables spécialistes pour découvrir et enfin trouver, ce qui me faisait souffrir, à ce niveau-là. Donc forcément, bah, ça a eu un impact enfin, j'ai eu des douleurs qui sont apparues, quelque temps après l'arrivée des enfants. Donc j'ai eu une grossesse gémellaire et après cette grossesse gémellaire, j'ai commencé à avoir des douleurs, au niveau du bas-ventre. D'abord, c'était que des douleurs pelviennes et ensuite au fur et à mesure et au fil et à mesure, tu vois, il y a pas de c'est très intéressant ce qui vient de se produire. Et au fil et à mesure de l'avancée, dans mon parcours de soins, en tout cas dans le diagnostic, dans la recherche de diagnostic avec les médecins, il y a eu d'autres symptômes qui sont apparus et notamment dans l'intimité du couple où, j'ai commencé à avoir des douleurs au rapport, des douleurs de plus en plus, fortes et de plus en plus insupportables en fait avec, ben, quasiment, une incapacité d'avoir des rapports, alors je suis un peu, comme on dit par chez nous, je suis un peu cabourute. Ça veut dire je suis un peu tête brûlée donc moi si en gros à cette époque-là en tout cas, heu si tu as qu'un petit rhume, tu vas bosser, quoi. Tant que tu peux marcher, tu vas bosser. C'est un peu l'idée. Donc bah, j'avais mal, mais je prenais sur moi et puis j'avançais. Je continuais à ma vie, puis je forçais beaucoup. J'ai beaucoup forcé, en fait, après avec le recul. Et notamment aussi dans cette sphère-là finalement où, bah, où déjà quand on devient parent, l'intimité, ben, c'est plus la même. Voilà, avoir des rapports, avec son mari, son homme, sa femme même, on peut le dire aujourd'hui, voilà, quand il y a des enfants, à côté, ben, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, puis on n'a pas la même fatigue, on n'a pas voilà. Donc ça me déjà ça et c'était un deuil quelque part à faire aussi dans le couple, je trouve. Je sais pas comment toi tu l'as vécu puisque tu es maman, mais il y a une espèce de deuil de notre sexualité d'avant qui est plus trop la même à ce moment-là, en tout cas. C'est pas que la libido baisse, mais c'est qu'il y a d'autres facteurs de fatigabilité qui font que du coup, ben, c'est pas voilà, c'est pas évident. Bah, c'est sûr que ça change et puis oui, il y a autre chose qui se met en place, l'espace mental qui est pas le même, les Mmh douleurs mh. qui sont pas le même, qui sont pas les mêmes parce qu'après un accouchement, c'est la femme et l'homme sont pas sur le même plan. Ouais. Et enfin, il y a plein de questions effectivement qui changent en dehors de ce que tu as vécu en plus du coup du C'est ça. cancer qui s'installait, donc ça fait beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc là, après, puis c'était 2 bébés, moi, du coup, hein, aussi, donc quand il y a 2, enfin, voilà, on avait un rythme très cadencé, c'était des bibis toutes les 2 heures, enfin, voilà, vraiment, c'est vrai que, du coup, quand, on en avait envie, ben et qu'on avait l'espace, ça m'embêtait d'avoir mal, en fait, voilà. Après, j'ai un conjoint, enfin mon mari, qui est extrêmement à l'écoute et qui, pour lui, il y avait pas d'urgence à avoir une sexualité, c'était surtout moi qui étais en demande de retrouver, heu, ben, ma vivacité d'avant, en fait. Je crois que j'étais dans cette quête-là, inconsciente, hein, parce que j'ai mis beaucoup de conscience dessus et dessus bah, par-dessus tout ça, bah, il y a eu ces douleurs physiques des saignements entre les rapports, voilà, avec des douleurs, de règles, beaucoup plus importantes qu'à l'époque. Donc forcément, plus de rapport, à la fin, ouais, plus de rapport, une incapacité à me lever et là, j'ai décidé d'aller consulter. Voilà, un peu tardivement, peut-être, mais en fait, il y a eu beaucoup de rebondissements parce que j'y allais, mais on me disait que j'avais rien, donc je repartais et donc je continuais à forcer du coup indirectement, mais voilà. Jusqu'au jour où finalement c'était vraiment plus supportable et l'annonce de la maladie, a été très pour moi, ça a été vraiment un soulagement. Parce que comme il cherchait depuis des mois, voire des années, voire 1 an et demi, ouais, presque qui s'est écoulé. Heu, pour moi, c'était un soulagement qu'il y ait enfin quelque chose, même si c'était un cancer. Donc ils allaient pouvoir enfin, traiter la cause de mes douleurs et le vrai symptôme, et pas me donner des traitements sans savoir ce que j'avais, quoi. Voilà.
Donc au niveau du couple, l'annonce de la maladie, j'ai un homme très, je crois que ça se dit comme ça, très pragmatique. Bon, ben, c'est comme ça, ben, on va faire avec, quoi. Voilà, donc on a on l'a pris, on s'est dit qu'il fallait qu'on garde, un certain rythme de vie, pour préserver au mieux, le développement de nos enfants. Donc on a surtout mis les enfants en premier plan. Voilà, fallait garder ce côté sécure. Donc avec un rythme, voilà, fallait pas que ça change trop notre quotidien, les traitements. Donc les traitements, j'ai pas ça aussi, ça a été toute une histoire très atypique. Au départ, là où j'ai été consultée, on m'a dit: «On vous enlève l'utérus» et puis finalement, quand on m'a envoyée vers un centre plus spécialisé et notamment un oncopole, parce que j'avais 30 ans et qu'à 30 ans, le gynéco qui m'a trouvé la tumeur m'a dit: «Je vous opère pas. Moi, vous êtes trop jeune, il y a trop de risques, je vous envoie vers des spécialistes». Donc ce que j'ai trouvé très professionnel. En fait, ça aussi, j'avais envie de le souligner avec toi parce que c'est quelque chose qu'on retrouve peu aujourd'hui chez les professionnels de santé. Cette humilité de dire: «Ben, moi, je peux pas» et j'ai apprécié ça de ce médecin. Heu et donc on est partis nous voilà partis, sur un oncopole dans une grosse ville à côté de chez moi et là-bas, ben, changement de programme, on va vous faire une cœlioscopie, donc ça veut dire intervention chirurgicale, heu et ensuite on va vous faire, rayons, donc c'est des rayons, radiothérapie, enfin chimiothérapie et radiothérapie concomitante. Ça veut dire pendant 5 semaines, j'avais des rayons tous les jours, enfin 5 jours sur 7 et une chimio par semaine. Donc c'est un traitement qui est très court et très intense par contre. Voilà. Et ensuite, j'ai eu la curithérapie et là, la curithérapie, c'est encore autre chose. C'est des rayons localisés, donc c'est-à-dire en intra-utérin, donc on m'a placé tout un matériel au niveau de l'entrejambe, sous IRM et sous anesthésie générale et pendant plus de 50 heures, en fait, j'étais reliée par le vagin et par cette machine à une machine, en fait, qui envoyait des rayons toutes les heures pendant 20 minutes, dans une salle où plus personne peut rentrer à part, mon mari qui était la seule personne qui était autorisée à rentrer, pour me rendre visite. Heu, voilà, j'essaie de poser un peu le cadre pour prendre conscience et ensuite, il y a eu le retrait du matériel et là, par contre, on n'est pas sous anesthésie générale, on a à la limite un peu de gaz hilarant qui m'a pas du tout fait rire, mais qui aura au moins eu le mérite de me décontracter, mais j'ai eu très mal et alors c'est très rare, hein, moi a priori, c'est indolore, mais moi, j'ai eu très mal, j'ai tout ressenti, peut-être dû à ma neuroatypie, du coup, et à mon hypersensibilité. Hem et moi, j'ai assimilé ça, alors, c'est un peu compliqué pour moi parce que je n'ai pas été violée à proprement parler, mais en tout cas, c'était très violent et on pourrait peut-être assimiler ça à de la violence, gynécologique, même si c'était pas du tout l'intention du médecin et je ne remets pas en cause sa pratique. Mais par contre, voilà, c'est vrai que je l'ai vécu comme ça et je l'ai intériorisé comme ça. Donc quand la sexologue, quelques heures après le retrait du matériel me dit: «Il faut reprendre des rapports sexuels», ça c'est pas passé de suite, on va dire. Voilà un petit peu le contexte dans lequel on a, évolué en couple, en fait. Et Mmh. dans tout ça, du coup, lui, voilà, comment il a pu parler, vous avez pu en discuter en fait, ou il a juste tout pris comme ça sur lui et voilà. Alors, on n'a pas, discuté, le choix des traitements. On s'en est remis complètement à la médecine, ce sont pour nous, c'était eux les enfin et ce sont eux les experts. Maintenant avec le recul, je conseille, vivement d'aller demander un deuxième avis, hein. Moi, j'avais la tête dans le guidon et pour moi, le médecin savait ce qu'il faisait, donc on n'a pas eu d'autres propositions que ça. Donc nous, on a pris ce qu'on nous proposait, on les a laissés faire. Et Will, donc c'est le prénom de mon mari, bah, il a pris comme moi, il a pris les choses au fur et à mesure,
et il a été d'une écoute, après c'est vrai qu'il est il a été attentif, il a pas brusqué et puis de toute manière, il avait tellement peur de me faire enfin, dans tous les cas, pour lui, réavoir des rapports sexuels, c'était même pas possible, en fait, puisque même porter mes filles était compliqué, parce que j'avais mal au point, si tu veux, toute la zone, était douloureuse donc lui, il a surtout pris un rôle de soutien et Ouais. d'accompagnant, qui est loin d'être un rôle facile mais sur le moment, j'avoue que moi, je le vois pas spécialement comme ça. Parce qu'on voit plutôt son entourage, j'avais la sensation que mon entourage était plus défaitiste et moi en mode mais c'était une impression, hein. Donc c'est avec le recul maintenant et notamment en accompagnant d'autres personnes dans la maladie, que je me rends compte qu'en fait, ça a été un rôle pour lui, très compliqué, ouais, à gérer. Heu, Parce que, bah, il fa après ça a un impact forcément sur, la vie de famille plus que la vie de couple. Alors la vie de couple, ben, intimement, il y avait plus rien, hein, moi je refusais de toute manière, lui n'essayait pas de me toucher et moi je refusais d'être touchée. Voilà, donc comme ça au moins j'en avais largement assez avec le corps médical et même, pour le coup, je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que j'aurais pu, peut-être, Hem, je parle d'intimité parce que je trouve qu'on parle pas assez de sexualité en France. Oui. Donc je me permets parce que puisque tu me donnes la parole et je trouve que ça manque, je trouve que c'est pas assez ouvert, je trouve qu'il y a encore énormément de tabous sur la sexualité, alors que c'est un besoin instinctif et primitif et que voilà, c'est aussi gage de bonne santé et notamment mentale. Hem et je n'avais pas non plus envie de le toucher, en fait. C'est-à-dire que j'aurais pu, on aurait pu trouver une autre sexualité, on aurait pu, et c'était au-dessus de mes forces et au-dessus de ses forces aussi, de me demander ça. Quand tu parles de santé mentale, oui, c'est au niveau moralement, en fait, il y avait pas l'espace, tout simplement. Comment justement vous avez réussi à garder cette relation de couple? Parce qu'aujourd'hui vous êtes encore ensemble, c'est ça? Donc c'est Ouais. comment, voilà, c'est la patience, c'est se recentrer sur les enfants aussi, c'est peut-être, comme tu dis, euh, avec, alors je le dis avec mes mots, je sais pas du tout comme ça, je te laisse reformuler, mais avec cette idée peut-être latente que ça reviendra, mais que c'est pas du tout le moment et qu'on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas besoin tout de suite. Se dire, ben, on évolue en couple pour le moment comme ça. Et voilà, avec nos différences, tout ce qui se passe, voilà, on évolue vers quelque chose et la question se pose même pas trop finalement, ça reviendra. Mmh. Hem, c'est effectivement, alors moi je culpabilisais beaucoup de ça, contrairement à lui, qui était très rassurant et qui disait: «Mais ça reviendra, c'est pas grave, enfin il y a pas, c'est». Enfin, il était très compréhensif et moi, par contre, je culpabilisais beaucoup parce que, bah, j'avais aussi des croyances, très limitantes là-dessus qui étaient, ben, heu, pour citer ma grand-mère, «Un homme, ça s'attrape avec la queue et ça se garde avec le ventre». Donc voilà, donc moi, je voyais ça comme, un entretien du couple et là, il y en avait plus. Donc c'est sûr que ça m'a permis et ça nous a permis de reposer un regard sur notre couple et de se dire que notre couple, effectivement, bah, c'était pas que le sexe, ça tient pas que là-dessus et il y a d'autres piliers dans le couple. Hem, il y a d'autres piliers sur lesquels on peut, on va dire, entre guillemets, «se reposer» ou sur lesquels on peut poser le regard et ça m'a permis aussi de sortir d'une croyance que j'avais et qui était plutôt néfaste, voire même toxique, qui était, «Tu es aimé parce que tu fais l'amour», en fait. Donc j'en parle très ouvertement et librement aujourd'hui, mais ça a valu pas mal de séances, de travail avant de reconnaître qu'effectivement, ben, pour moi, l'amour passait par le fait de faire l'amour, voilà, ou du sexe et là, ça nous a permis, enfin, en tout cas à moi et ça a permis à mon couple de sortir de cette croyance
et de me sentir aimée, même sans le sexe, en fait. Et d'arriver à reposer un regard sur, ben, en fait, son amour, il passe par tout un tas de petites choses que je voyais pas forcément, en fait, sur lesquelles je n'avais pas forcément posé de l'attention et hem et donc ça m'a vraiment permis ça et du coup, on s'est beaucoup il y a eu un côté la tendresse qui était vraiment là et sur laquelle on s'est appuyé, voilà, comme un vieux couple, vraiment, voilà, c'était cette tendresse-là et c'était très agréable, en fait et ça l'est toujours parce que c'est quelque chose qu'on a conservé, du coup, sur lequel on peut aujourd'hui, heu, voilà, sur lequel, je ça nous suffit, du coup, aussi, tu vois? Alors on a repris une activité sexuelle, hein, mais effectivement, à ce moment-là, c'était pas la question et d'ailleurs, il le disait comme tu l'as dit, il me disait, «C'est pas le moment, ça reviendra». Voilà et moi, j'avais peur que ça revienne pas, par contre. J'étais tétanisée et terrorisée en me disant: «Mais si ça revient pas?» J'ai tellement eu mal, j'ai tellement été, heu, traumatisée, voilà, comment on va surmonter ça? Mais je mettais un peu la charrue avant les bœufs, donc il a fallu aussi que moi, j'apprenne à prendre le temps et accepter que, bah, là, c'est un obstacle qui demande du temps et de la patience. Et finalement, là, je peux revenir au jugement qu'on a encore une fois envers soi-même, finalement, parce que c'est ça. Comment toi, voilà, comment bah, les billes, en fait, que tu as trouvées, les accompagnements, les ressources que tu as trouvées pour réussir petit à petit, voilà, à faire ce cheminement, à lâcher tes propres jugements, en fait. Bah, déjà, j'ai eu un suivi psy, enfin, j'ai décidé d'aller voir une psychologue, ce qui a été déjà un gros pas pour moi aussi parce que le psychologue, j'avais eu un enfin, j'avais été un peu traumatisée de celle que j'avais vue à la mort de ma maman, et j'avais 10 ans à cette époque-là et elle avait dit à mon père que tout allait bien alors que moi je trouvais que ça allait pas du tout. Mais donc j'avais été un peu bloquée avec ça et du coup j'avais décidé que le psy, ben, il servait à rien, hein, comme beaucoup de gens et comme beaucoup de neuroatypiques puisqu'on parlait de neuroatypie tout à l'heure. Hem Où finalement pas la sensation d'avoir été comprise par un psychologue, mais pour autant, avec ce que je traversais, je trouvais important. Donc j'ai rangé un peu, ma fierté, mon ego et j'ai dit: «Beh, je vais trouver une psychologue». Donc il y a eu la psychologue qui m'a permis, de mettre le doigt sur le fait que je ne savais pas recevoir. En tout cas que je me refusais de recevoir l'amour de l'autre. Et notamment, de par mon ancien travail où j'avais reçu une espèce de tsunami d'amour et que j'arrivais pas à recevoir. C'était trop en fait, c'était beaucoup trop renversant comme amour, je ça me c'était un trop plein et d'ailleurs même, avec des sensations d'écœurement et de vomi. Enfin vraiment en plus, corporellement avec ma sensibilité, ça se manifestait comme ça. Donc ça m'a aidée. Le psychologue m'a aidée à poser des mots, à verbaliser, hem et surtout, c'était un point neutre et sans affect. Voilà, il y avait pas de comme autour de moi, tout le monde avait cette vision que le psy sert à rien, quelque part, moi, ça m'a servi du coup. Tu vois? Je sais pas comment expliquer, mais en miroir, c'était, «Ah ben ça vous sert pas à vous, mais du coup, moi, pour le coup», voilà, il y avait ce côté un peu à contre-courant de ce que mon entourage, voyait et du coup, ça m'a vraiment permis une liberté d'expression et me permettre de lui dire tout ce que j'osais pas dire à mes proches, tout ce que j'osais pas dire à mon mari et même encore à mes enfants, tu vois? Donc ça, je le recommande bien sûr et hem, après ça a pas suffi, dans le sens où, c'était bien de verbaliser, mais comme tu peux le voir ou comme vous pouvez l'entendre, je suis pas très c'est pas compliqué pour moi de verbaliser. Donc je me suis dit: «C'est bien, je verbalise, je crache mon venin, j'extériorise, mais ça m'aide pas à passer à l'action. Ça m'aide pas» et comme je suis quand même, à la base, coach, sportif depuis quand même près de 25 ans, le passage à l'action pour moi, il est important et je sais à quel point il est bénéfique. Donc j'ai dit: «C'est bien de parler, mais il y a un moment donné, il faut agir et ça va pas se refaire tout seul». Donc j'ai décidé d'aller vers ce qui me paraissait pour moi,
collé au système dans lequel j'avais grandi. C'est-à-dire que pour le coup, je suis pas allée à contre-courant. Moi, j'ai un papa qui m'a beaucoup coachée, poussée, qui m'a drivée, qui m'a motivée, qui m'a toujours, voilà, plus ou moins envoyée vers l'avant et à sortir de ma zone de confort. Et du coup, je me suis dit: «Il me faut quelqu'un qui soit dans cette dynamique-là». Et je suis tombée sur des coachs. Alors eux, ils étaient 2 hommes-femmes, et je me suis dit que c'était très intéressant. Donc là, je me suis laissée un peu porter par, voyons, qu'est-ce que la vie va me mettre devant moi. Voilà, à ce moment-là, j'en suis là. Et la vie m'a mis, ce couple, de coachs, et qui du coup m'ont coachée à 2, et j'ai fait 3 coachings avec eux. Voilà, 3 coachs. J'ai re-signé 3 fois sur 3 années. Et la première année, alors à la base, c'est des coachs, c'était pour lancer mon entreprise, mais finalement on n'a pas travaillé, enfin c'est pas dissociable en fait. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça. Après j'ai fait aussi, j'ai fait, ben, aussi avec, Gisèle, on peut la nommer puisque tu la connais, où j'ai beaucoup, crayonné, j'ai beaucoup utilisé l'art. Et j'ai fait aussi beaucoup de couture, puisque tu es dans le fil, parce qu'en fait, c'était des moments de silence. Ce sont des activités qui m'ont permis de me taire, en fait, de me concentrer sur, hem, Le le corps? la matière. Ouais, la Ouais. Ouais, la matière plutôt, et de sortir de formaliser, grâce à la matière, et autrement qu'avec des mots finalement, et beaucoup plus dans l'image. Tu vois? Dans la forme, plutôt que dans le fond, en fait. Et ça a été une étape, assez transitoire, et je me suis beaucoup, et notamment pendant le confinement, où je me suis énormément recentrée, grâce, à l'art. Voilà, que ce soit la couture, ou le dessin. Alors, Donc c'est vrai que je rebondis parce qu'effectivement, enfin, la puissance de l'extériorisation par l'image, en fait, tout simplement l'image, qu'elle soit dessin, couture, enfin, peu importe celle qu'on prend, mais qu'on peut, on peut matérialiser, c'est hyper puissant, en fait. c'est Et hyper puissant. j'en reparle parce que j'en parle tout le temps et à chaque fois je le dis parce que c'est vraiment un livre à véhiculer. Mais le livre Guérir envers et contre tout, il est vraiment génial à ce niveau-là. Il a été écrit par 3 personnes, dont un médecin. Et, euh, et vraiment, il parle de cette histoire d'imagerie mentale en fait, de s'imaginer les choses et de poser des images et pour les faire évoluer et voilà, traverser, évoluer avec les images en fait. Et tout Oui. simplement, et je remettrai le lien encore en description parce qu'à chaque fois je le conseille et vraiment j'ai que des bons retours dessus. Ah, tu me donnes envie de le lire, parce que je pense que c'est un petit peu le cœur de nos pratiques, respectives, d'utiliser, justement ces supports-là, qui sont incroyables. Enfin, moi, je sais que ça, j'ai beaucoup dansé dans mon salon aussi. J'aime, j'ai, et, et c'était rassurant pour mon mari aussi de me voir danser, parce que je danse depuis, enfin, j'ai toujours dansé dans le salon. Et pour lui, ça a été aussi, on en a eu discuté, où c'était signe pour lui de mon envie de poursuivre, en fait. Voilà. Et donc ouais, tout ce qui est art, ça c'est sûr, voilà, un petit peu tous les accompagnements que j'ai pu prendre. En tout cas, j'ai eu besoin d'aide, et pour la première fois de ma vie, j'ai osé le demander. Alors ça m'a coûté de l'argent, c'est vrai, mais ça avait pas de prix. En fait, il y a eu un moment donné où je me suis dit: «Mais ça a pas de prix». J'ai fait de l'EMDR aussi, j'ai été accompagnée avec une thérapeute, et il y a un truc sur lequel je j'aime dire, en fait, j'aime le donner et c'est que quand vous choisissez une personne pour vous accompagner, choisissez avec l'intention de. À chaque spécialiste que j'ai choisi, j'avais l'intention de travailler sur un truc en particulier, voilà. Et je suis pas allée en mode, voilà, c'était vraiment: «Là, je veux travailler ça». Là, en gardant un peu, on pourrait appeler ça le contrôle, même si derrière ça nous amène à aller chercher, fouiller d'autres trucs. Ça m'a permis à chaque fois de pouvoir évaluer: «Ah oui, bon, mais ça, là-dessus, j'ai avancé». Mais si j'y vais comme ça,
voilà. Même après, à l'intérieur même, on s'est baladé, hein. Je voulais faire aider pour monter mon entreprise, mais au final, à l'intérieur, on s'est baladé sur ma vie de couple, notamment, qui a fait l'objet du premier coaching où on était beaucoup là-dessus, en fait. Voilà, sur ça. Et donc, ça m'a permis d'apprendre à communiquer avec mon mari, hein, parce que finalement, on communiquait. Déjà, on parlait beaucoup, mais je communiquais pas sur ce que je ressentais. J'étais incapable de mettre des mots. J'étais beaucoup dans l'interprétation et grâce, aux accompagnements et à ce cancer et ben, aujourd'hui, on a une communication beaucoup plus claire et j'ai compris son langage d'amour et il a compris le mien et voilà. Donc ça, c'est chouette, même si ça nous a valu beaucoup voilà, ça monte et ça descend. Ça, c'est un peu vrai les montagnes russes, hein, un couple, voilà, c'est comme la vie, hein. C'est pas tout plat. Merci en tout cas pour ton ouais, authenticité, mais c'est pas trop ça que je voulais dire, c'est l'ouverture en fait avec laquelle t'en parles parce que c'est pas des sujets qui sont évidents. Puis se livrer, c'est pas facile. Donc merci beaucoup pour toute l'intimité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour toute l'intimité que tu peux nous livrer aujourd'hui. Enfin, je suis sûre que ça peut rayonner et que ça aide vraiment d'autres personnes à prendre conscience de tout ça et à avancer. C'est vraiment ce que je souhaite parce que je crois qu'on apprend par l'expérience, par sa propre expérience, mais aussi par l'expérience des autres. En tout cas, moi, l'expérience des autres me sert, énormément. Je suis très observatrice de ce que vivent les autres pour, ben, si on peut éviter si guérir, c'est bien, mais voilà, éviter la maladie, c'est encore mieux donc voilà. Est-ce que tu veux parler du couple neuroatypique? Après, Hem, peut-être que voilà, ça peut faire l'objet aussi d'une autre fois parce qu'en 5 minutes, je suis consciente que ouais. ça laisse pas beaucoup de temps. Bah, du coup, oui, c'est sûr que tout ça, ça nous a enfin moi, ça m'a amené à me questionner sur, la neuroatypie. On m'en avait déjà un peu parlé et il y a plusieurs personnes autour de moi qui pensaient que, j'étais neuroatypique. Bon, la haute sensibilité, il y avait pas vraiment de doute. Moi, enfin, depuis toute petite, c'est quelque chose que je m'entendais dire. L'hyperactivité, c'est que voilà, le TDAH, c'était aussi quelque chose qui revenait de temps en temps, mais de façon un peu informelle, sans jamais de puis bon, c'était pas une époque où on testait comme on teste aujourd'hui. Et donc je me suis intéressée d'un peu plus près à ça parce qu'il y avait, non pas une excuse, mais en tout cas une explication de ma sphère mentale en fait et neuronale et comment je fonctionne. Et c'est vrai que, bah, découvrir ma neuroatypie m'a permis de comprendre mon mode de fonctionnement et ça a allégé, ces gros écarts et ces gros décalages, avec les autres en fait, surtout. Où des fois je comprenais pas en fait, donc j'avais beaucoup de certitudes. Je pensais que les autres fonctionnaient comme moi et je pensais bien me connaître, mais il me manquait cette sphère-là. Finalement, je connaissais pas cette sphère-là de moi et là, c'est pareil, j'ai été voir des professionnels, dans la neuroatypie, j'ai fait plusieurs tests parce que, ben, j'ai eu un peu de mal à le croire, en fait, hem, mais c'est après et je me suis for et récemment, je me suis formée, pour pouvoir accompagner là-dessus parce que je reste convaincue que, le fait d'ignorer ma neuroatypie, hem, est potentiellement un facteur qui aurait déclenché la maladie aussi. Voilà. Voilà. Et après dans le Merci. couple, c'est un peu frais donc j'avoue que, Bah, ce sera d'autres épisodes. voilà. Je te réinviterai à l'occasion. Et puis si toi, tu as des Ouais. propositions de thèmes aussi que tu aimerais aborder, n'hésite pas. Et OK. voilà, moi, je te souhaite une très belle journée. Et encore merci parce que franchement, ouais, c'est très beau. Comment tu le partages. Merci à toi pour ton invitation et au plaisir alors. À bientôt. Ce quatrième épisode est le dernier de cette mini-saison sur l'importance du non-jugement face à la maladie, face à nos émotions ressenties, face au handicap.
Nous avons écouté Marc, Martine, Mona, Audrey nous parler de leur parcours, de leurs vagues, de leurs émotions, nous partager les perles qui leur ont permis de transcender leur maladie, de s'en sortir, de trouver de la joie parmi tout ce parcours pour trouver les ressources nécessaires pour avancer. Pour la saison 3, il n'y a rien encore de prévu ni de programmé. En attendant, je vous invite à suivre le nouveau parcours que j'ai ouvert, le parcours de notre bout intérieur, source de vie. Je l'ai démarré en live sur Instagram, relayé sur YouTube, et suite à une demande, j'ai commencé à l'adapter au format podcast pour que l'image ne parasite pas ces moments de paix, ces moments de calme et de relaxation. Vous avez tous les liens en description. Laissez-moi vos avis, vos commentaires, vos suggestions. C'est avec vous que j'avance, c'est avec vos témoignages, c'est avec mes images complétées par les vôtres que je fais grandir cette toile, voilà, cette toile réparatrice. Et ces inspirations qui se disséminent à droite, à gauche et nourrissent tout plein de parcours. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.